Je me trompe-tu, Marc-André? Jérôme Casabon, Fleur du dimanche. Flâneur du dimanche, pardon, la chanson que vous venez d'entendre. Donc, Jérôme Casabon, Flâneur du dimanche. On accueille un nouveau chroniqueur à Québec Réveil, Cédric Véraud. Il est ce qu'on appelle en France un communicant. C'est un conseiller en affaires publiques dans un bureau de communication de Québec, dans Saint-Sauveur, Catapulte, qui a pignon sur rue. Vous avez peut-être déjà... Vous êtes sur Saint-Vallier, non? Coin L'Angelier-Charret, à la station. J'étais pas loin, mais j'étais pas là. Bref, vous êtes peut-être déjà passé devant leur bureau. Il est aussi administrateur du conseil de quartier de Saint-Sauveur, Cédric, et il va venir jaser avec nous aux 2 semaines d'affaires publiques, de politique fédérale, provinciale, municipale, et il va partager avec nous sa perspective sur les sujets d'actualité, mais vraiment avec son œil de spécialiste en communication. Comment ça va, Cédric? Ben, ça va très bien, ça va occuper. Pas trop nerveux. Non, t'as l'air... Disons que les sujets s'imposent par eux-mêmes pour nous cette semaine. Bon, je vais te laisser te présenter un peu d'abord pour nos auditeurs. Mais merci d'abord, Philippe, de me prêter ce micro-là. J'en assume la pleine et entière responsabilité. Il faut savoir que moi, je pourrais difficilement ne pas accepter l'étiquette de mordu de politique. Pour vous donner une idée, j'ai pu suivre ma première élection, j'avais 12 ans, puis je fais mon coming out, je suis né en 2000, donc ça vous donne une idée. J'ai demandé à mes parents ce soir-là si je pouvais me dépasser mon heure de coucher pour suivre les résultats. Un bébé de l'an 2000. Un bébé de l'an 2000. Et puis, depuis, j'ai pas démordu. Donc, j'ai fait un bac, une maîtrise en sciences politiques ici à l'Université Laval. Je travaille, comme tu l'as dit, dans une firme d'affaires publiques. Je suis impliqué dans des organismes de mon quartier que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je suis un boulimique d'actualité, de communication. Tu es un petit gars de Québec? Je suis un petit gars de Québec, mais qui a grandi en région. Côte-Nord et Colombie-Britannique. Ah oui? Ça me donne sur la Côte-Nord à Port-Cartier, entre Bécomo et Sept-Îles. Magnifique coin. Très beau. Donc, quand je disais que les sujets se sont imposés par eux-mêmes, tu dois te douter que même si j'aurais bien aimé pouvoir te faire des clins d'œil aux revues de fin d'année, là, on aurait pu, je sais pas, moi, parler du premier ministre Legault qui mise des fonds publics au Casino Nordvold dans le Bye-Bye. On aurait pu penser au nouveau classique du cinéma québécois, Clé au pont, produit par Infoman. On aurait même pu parler dans le direct de l'univers, je sais pas pour vous, mais moi, je pensais jamais voir un jour l'ex-super ministre Pierre Fitzgibbon devenu super-héros d'un soir déguisé en Deadpool à la télévision publique. Mais donc, non, le vrai show se donnait tout ce temps à Ottawa. Puis on en a vu le dénouement ce lundi. Avec la démission de notre premier ministre, j'ai quelque chose à dire au niveau communication de comment tout ça a été géré qui pourrait amener les gens à se questionner un peu à la maison. Bon, évidemment, tout le monde se rappelle sûrement de la démission de Chrystia Freeland, qui est un peu l'élément déclencheur dans tout ça. C'était la tempête de trop, si on pourrait dire, d'un automne qui a déjà connu son lot de mutins pour le navire libéral. Le soir même de l'annonce de Mme Freeland, on sent que les colonnes du Temple ont été ébranlées. Il y a eu un caucus national extraordinaire qui a été tenu. Puis M. Trudeau a commis son première erreur, c'est-à-dire qu'il a indiqué à ses collègues députés qu'il allait réfléchir à son avenir. Il est donc allé prendre une marche dans la neige des Rocheuses. Par contre, la politique a horreur du vide et le bureau du premier ministre, à partir de ce moment-là, en plein temps des fêtes, s'est refermé comme une huître. C'est-à-dire qu'on entendait, on lisait dans les grands quotidiens torontois, entre autres le Globe et le Toronto Star, que le premier ministre, mais que son équipe plutôt filtrait les rencontres ou les appels qui se rendaient à lui pour s'assurer que ce soit des mots encourageants, par exemple. Puis... Pour toi, c'était une mauvaise stratégie, ça? C'était une mauvaise stratégie parce que le silence du PM, finalement, du premier ministre, pardon, je suis habitué aux acronymes, a permis à ces caucus régionaux coup sur coup, d'annoncer leur couleur. Donc, on a vu d'abord le caucus de l'Atlantique demander le départ du premier ministre. Ça a été suivi du caucus de l'Ontario, celui qui a évidemment le plus de poids dans la députation libérale. Et finalement, le caucus du Québec, qui n'avait pas encore eu le temps d'annoncer sa décision, mais c'était un peu un coup de grâce. Ce qui fait que dès vendredi dernier, comme des requins qui sentent l'odeur du sang, les journalistes sur la colline parlementaire à Ottawa se sont mis à spéculer sur le moment exact de l'annonce. Et puis cette annonce-là de la démission du premier ministre est venue lundi. Tellement que c'était pas une surprise lundi. Non, effectivement. Tout le monde en parlait comme d'une chose qui était actée déjà depuis quelques semaines. Effectivement, les gens qui suivent ça assidûment, un peu comme un téléroman, avaient déjà fait leur deuil en quelque sorte. On savait que ça s'en venait, cette démission-là. Puis, on avait eu un autre indice, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, mercredi, il va y avoir un autre caucus extraordinaire de la députation libérale. En personne et avec d'autres députés qui vont être en ligne, parce que là, les députés sont un peu partout à travers le pays chez eux. La Chambre ne revient pas pour siéger, maintenant jusqu'au 24 mars, en raison de cette prorogation. Mais un indice qu'on avait eu dans une convocation qui a fuité dans les médias, c'est que c'est un caucus qui va durer 6 heures aujourd'hui. Puis là, les gens à la maison doivent savoir, un caucus normal, ça ne dure pas 6 heures. Donc, dès vendredi, on se mettait à spéculer, est-ce que c'est un caucus pour déterminer les règles d'une prochaine course à la chefferie au Parti libéral?
Est-ce que c'est ça, tu penses? Ben, en fait... Parce qu'à l'origine, on nous avait... Ce que les médias... Quand on a su que ce caucus-là spécial se tiendrait, on s'est dit, bon, ils vont frotter les oreilles à Justin Trudeau jusqu'à ce qu'il ait assez mal pour annoncer qu'il s'en va. Finalement, il les a devancés. Ce que les analystes disaient, c'est qu'il a précisément annoncé qu'il s'en allait un jour ou deux avant ce caucus-là, parce qu'il voulait pas te donner l'impression qu'il était expulsé par son propre parti. Ben, effectivement, ça fait une sortie plus élégante. Puis on pouvait se douter... Il y a quelques éléments, disons, qui demeurent un mystère là-dedans parce que la présidente du caucus libéral est vue comme une fidèle à M. Trudeau. C'est la députée de Châteauguay-Lacolle, donc une députée québécoise, Brenda Shanahan. Donc, il y a deux scénarios parallèles qui se jouent ici. Est-ce que le caucus a été demandé envers la volonté de M. Trudeau ou avec, disons, son assentiment? Ah ouais. On peut donc assumer, à la lumière de comment ça s'est déroulé, que c'était avec son assentiment. À l'opposé, on peut penser que si c'était rendu à mercredi sans d'abord démissionner, la sortie aurait été moins élégante. Puis on s'entend que il a bien beau avoir de la bonne foi, notre premier ministre. On ne croit pas qu'il aurait voulu aller se faire rincer pendant 6 heures par ses collègues pour laisser sortir la vapeur une seconde fois en autant de semaines par bonne foi. Qu'est-ce que tu as pensé de son allocution, toi, de départ, la conférence de presse qu'il a donnée avant hier? Oui, mais ça va nous permettre de parler peut-être des prétendants là, à sa succession parce qu'il y a une phrase, moi, ben, il y a quelques pépites là, qui m'ont marqué dans son allocution. L'espèce de solo de violon sur la réforme électorale ne m'a pas particulièrement convaincu. Mais une autre phrase que j'ai trouvée délicieuse, puis que j'ai pas pu m'empêcher de sourire quand je l'ai entendue, c'est que le premier ministre a notamment louangé sa relation avec sa jusqu'à tout récemment vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, en disant qu'elle a été, je cite, une partenaire essentielle à ce qu'il a accompli pendant ses 10 ans au pouvoir. Moi, je trouve, en fait, je dirais que c'est un peu le baiser de la mort pour Mme Freeland, ces paroles-là, parce que c'est un peu comme si le premier ministre lui disait « T'as peut-être réussi à me faire décoller, mais toi, tu ne pourras pas te décoller de notre bilan. » Tu penses? Tu penses qu'il y avait une intention aussi malveillante derrière? Je ne voudrais pas faire mon cynique, donc je n'irai pas plus loin, mais je ne peux pas m'empêcher de lire dans ces propos-là que c'était pas anodin. Il aurait voulu l'entacher du bilan Trudeau, là, mais de façon indélébile pour qu'elle puisse pas s'en laver à l'aube d'une éventuelle campagne à la chefferie. Puis c'est pas déraisonnable non plus. Donc, Mme Freeland a été une joueuse importante, je dirais même primordiale, hein, parce que là, on la connaît comme ministre des Finances depuis 4 ans, mais avant ça, il faut se ramener au premier mandat Trudeau, qui est un mandat majoritaire, où il y avait beaucoup plus de marge de manœuvre. Mme Freeland était ministre des Affaires étrangères pendant le premier mandat d'un président Trump qui s'apprête à revenir à Washington. Elle a mené la renégociation de l'ALENA. Elle a une famille d'origine ukrainienne. Elle est polyglotte. Elle a été correspondante pour le Financial Times à Moscou et en Ukraine, ce qui a fait d'elle aussi une joueuse importante dans tout le contexte de la guerre en Ukraine. Bon, justement, tu voulais aborder cette question des prétendants au trône libéral. Oui. On vient de parler de Mme Freeland, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, parce que là, donc, cette prorogation, justement, qui va être effective jusqu'au 24 mars, devrait faire que d'ici là, donc, en moins de 80 jours, on devrait avoir un nouveau chef libéral et donc un nouveau premier ministre qui serait nommé par la gouverneure générale. Il y a 7 noms qui reviennent là, les plus fréquemment là, de candidats sur les starting blocks. Donc, on a déjà couvert Mme Freeland. Pour ceux ou celles qui seraient moins familières avec elle, juste quelques notes là, sur son profil qui est impressionnant. Il faut savoir qu'elle est née en Alberta, mais donc elle est députée maintenant du centre-ville de Toronto, en fait la circonscription la plus urbaine de Toronto. Une famille donc aux origines ukrainiennes, comme je le disais. Elle a étudié à Harvard, à Oxford, comme boursière Rhodes, polyglotte. Elle s'est... En fait, je vais tout de suite aller vers un second candidat, Mark Carney. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que on les met déjà en opposition, ces deux-là. C'est les deux qui, selon les reportages médiatiques, s'activeraient déjà à faire des coups de téléphone, à solliciter des appuis, soit de collègues députés ou d'organisateurs politiques pour mener à bien une course à la chefferie qui sera éclair. Et donc, l'organisation va être très importante pour mobiliser des membres actuels ou futurs du Parti libéral. Monsieur Carney, vous allez peut-être, ça va vous donner une impression de déjà-vu, a lui aussi étudié à Harvard, a lui aussi étudié à Oxford. Il n'est pas né en Alberta, mais il a grandi en Alberta. En fait, il est né au territoire du Nord-Ouest, ce qu'on entend rarement quand on parle de candidats qui prétendent au plus haut poste électif dans notre pays. On parle souvent de gens issus des provinces centrales. Monsieur Carney, on l'a connu comme gouverneur de la Banque du Canada de 2008 à 2013, donc en pleine crise financière. Ensuite, il a fait le même travail, mais pour la Banque d'Angleterre. Puis avant d'être à l'emploi de Banque centrale, il a travaillé évidemment dans le secteur financier privé, entre autres chez Goldman Sachs. Il a quelques... disons, note à son profil là, au niveau de son engagement environnemental. Il est envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a deux meneurs,
Mais des meneurs, je ne sais pas si c'est des meneurs seulement à l'intérieur de la bulle parlementaire à Ottawa ou également dans la tête des électeurs. Ça va être le principal défi de ces deux figures-là. Madame Freeland, en fait, comme je le mentionnais, va devoir avoir la difficile tâche, qui est peut-être plus facile dans son esprit que dans celui des électeurs, de se détacher du bilan de M. Trudeau, alors qu'elle a été sûrement sa meilleure joueuse pendant 10 ans. M. Carney, là aussi, j'ai le goût de vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vous faisais la description de M. Carney, j'ai l'impression d'avoir déjà joué dans ce film-là, le film de l'intellectuel canadien, étoilé à l'international, auquel on a promis un brillant avenir en politique une fois de retour à la maison. Puis ce film-là, il s'appelait Michael Ignatieff. Ouais. C'est un homme, Carney, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais fait de politique, de vraie politique de terrain, jamais allé serrer des mains à l'entrée des bouches de métro, des centres d'achat. Donc, c'est ce qui est souligné beaucoup par les analystes, effectivement. Il n'est peut-être pas conscient de l'apprentissage que ça implique, donc, de se lancer en politique. Pas conscient qu'il le sous-estime. Je rappellerai que M. Ignatieff, justement, malgré tous les bilans qu'on a pu faire de son passage à la chefferie libérale, a quand même été chef de l'opposition officielle au Parlement pendant 2 années entières, en contexte de gouvernement minoritaire, donc à négocier justement avec ses collègues chefs des partis d'opposition, à affronter M. Harper en Chambre, avant de subir la pire défaite électorale de l'histoire du Parti libéral. 2 ans, M. Carney rêverait d'avoir ça comme chef avant de devoir affronter le verdict des urnes. Comme vous le savez, peu importe qui est le chef du Parti libéral au 24 mars, cette personne-là n'aura que quelques jours, quelques semaines pour soumettre un discours du trône en Chambre. Vote de confiance, donc, que le Parti libéral risque de perdre, selon toute vraisemblance, si les positions des partis d'opposition ne changent pas. Peu de gens en doutent, là. Et un scrutin déclenché, ce qui nous mènerait à un vote autour du mois de mai. D'autres candidates? Bien sûr. Donc, parmi les autres, j'en nommerai 2 qui sont probables, et puis ensuite, j'irai chez les improbables ou ceux à qui je souhaite, disons, d'attendre leur prochain tour. On a Dominique Leblanc, qui est nouvellement ministre des Finances, mais qu'on a connu à la sécurité publique et aux relations intergouvernementales dans les dernières années. M. Leblanc, est avocat de formation. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre dans le cas de M. Leblanc. Il faut savoir qu'il est le fils de Roméo Leblanc, qui non seulement a été député, ministre, mais aussi gouverneur général du Canada, fait rare. Il a déjà tenté de devenir chef du PLC. Dominique Leblanc, c'était en 2008, donc avant l'arrivée de Justin Trudeau. C'est la course que Stéphane Dion avait emportée. Il serait le premier ministre à être originaire du Nouveau-Brunswick depuis 1935. C'était Richard Bennett à l'époque. Et dans le cas de M. Leblanc, comme dans le cas de Mme Freeland, il y a tout un enjeu de détachement du bilan de M. Trudeau qui serait difficile à acter. C'est non seulement un collègue, mais un ami proche de Justin Trudeau. En fait, c'est même connu qu'il a été son gardien lorsque Justin Trudeau était petit. Et puis, on a également Christy Clark, qui a été première ministre de la Colombie-Britannique de 2011 à 2017, quand j'y habitais, entre autres. C'est une province, il faut savoir, où le Parti libéral provincial était plus proche du positionnement traditionnel des conservateurs fédéraux que des libéraux fédéraux. Donc, c'est une coalition de gens du centre jusqu'à la droite. Puis d'ailleurs, on espère que c'est pas prémonitoire pour Mme Clark, mais aujourd'hui, le Parti libéral provincial n'existe plus en Colombie-Britannique. Il a été remplacé par un parti conservateur. Donc, elle est non élue depuis qu'elle a quitté le pouvoir en 2017. Elle a soutenu Jean Charest dans la dernière course à la chefferie du Parti conservateur. Donc, nous verrons bien si elle réussit à convaincre les militants libéraux qu'elle est la bonne candidate pour effectuer un recentrage du Parti libéral. Ouais. Elle parle pas français très bien, apparemment, donc ça pourrait lui nuire. Elle ne parle pas très bien français, mais un signe qui nous indique qu'elle devrait se lancer, c'est qu'elle a pris des cours de français au Québec, selon toute vraisemblance. Je pense. Oui, à Jonquière, et c'est connu d'ailleurs que beaucoup de politiciens fédéraux passent par Jonquière avant de se lancer en politique fédérale. Tu parles d'une place pour aller apprendre le français. Peut-être un mot sur François-Philippe Champagne. On apprend ce matin qu'il a accordé une entrevue à Radio-Canada. C'est presque sûr qu'il se lance aussi. Là. Il s'est dit définitivement intéressé, ce sont ses mots. Et d'ailleurs, lorsque je préparais ma chronique en début de semaine, je souhaitais à M. Champagne, au même titre qu'à Mme Joly et à Mme Anita Anand, de peut-être attendre leur tour afin de conserver leur capital politique. On verra bien si M. Champagne en fait à sa tête. Il faut savoir qu'il y a une convention non écrite au Parti libéral du Canada, celle d'une alternance entre des chefs francophones issus du Québec et anglophones issus du reste du Canada. On verra s'il défie les chances. Il ne reste pas beaucoup de temps, Cédric, mais tu voulais nous parler du concept de falaise de verre, que moi je ne connaissais pas.
Je te laisse Bien expliciter sûr. ça pour nos Donc, auditrices je vais conclure et la auditeurs, chronique ouais. là-dessus. Le concept de falaise de verre, en fait, moi, je l'ai vu lorsque je faisais des cours au baccalauréat en sciences politiques, en organisation des partis politiques. J'ai ressorti pour vous la définition de l'OQLF là, pour aller droit au but. On le décrit comme la situation dans laquelle un individu appartenant à un groupe habituellement confronté à la discrimination sur le marché du travail, par exemple les femmes ou les minorités ethniques, accède à un poste de gestion dans une organisation lorsque celle-ci éprouve d'importantes difficultés, ce qui rend leur position précaire. Donc, vous me voyez peut-être venir. Mon souhait à Mme Freeland, alors qu'elle doit être très sollicitée ces jours-ci, c'est de ne pas être la prochaine à jouer dans le film de cette falaise de verre, au même titre que d'autres femmes à qui on pourrait penser rapidement. Évidemment, Kamala Harris me vient en tête, mais pas seulement elle. On pourrait penser à Elisabeth Borne en France, à Dominique Anglade même au PLQ, et évidemment, l'exemple canadien par excellence, notre seule femme première ministre, Kim Campbell. Je ne souhaite pas à Mme Freeland d'être une Kim Campbell 2.0. Hey, c'est un succès, cette première chronique-là, Cédric. Ben, c'est un plaisir. Beaucoup. On se revoit dans 2 semaines. Absolument. Bye-bye.